toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, on n'est pas en direct, on va être légèrement différé pour ce programme ici pour la 4e édition des Assises de l'immobilier. Nous sommes le 22 septembre 2022. On est ravis d'être avec vous et de partager ce moment. Alors, le thème du jour, il est particulier. Alors, certains diront que c'est un peu une tarte à la crème. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de débat sur le principe qu'on appellera le défi environnemental. On est d'accord, Valérie? C'est un vrai sujet. Le défi environnemental, quelles solutions apporter à nos clients? Parce qu'il y a deux choses que j'aimerais qu'on examine, si vous voulez bien. J'aimerais qu'on se dise pourquoi l'environnement, la transformation de nos sociétés urbaines est un vrai sujet anthropologique, sociologique, voire même philosophique. Et en même temps, on est sur des métiers, sur des lignes métiers qui sont singulières. La construction, c'est le 2e émetteur de carbone au monde, donc c'est pas un sujet anodin. Est-ce que on va passer finalement de façon reptilienne à des modes constructifs qu'on connaissait au Paléolithique, ou est-ce qu'on va réfléchir à des modes constructifs différents dans lesquels on prendra à cœur de maîtriser l'empreinte carbone? Mais en même temps, tout ça, ça se finance. Ça se finance avec un peu d'économie, avec des acteurs déterminés. Mais aussi, le 3e point, c'est que ça se décide politiquement. Sans vision politique, ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait un dessin politique. Tout à l'heure, on parlait dans la première table ronde de l'aménagement du territoire. C'est politique. Mais c'est politique et c'est local. Il faut laisser les élus locaux leur foutre un peu la paix et leur laisser décider du dessin du territoire. Parce que chaque territoire est hétérogène par nature, par exemple. Et donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on axe, si vous voulez bien, cette table ronde avec ici nos invités que je vais présenter sur cet axe-là. J'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Guillaume, le président de Vitrine Média. Salut Thibaut. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Parlez surtout très bien dans le micro, hein, très très proche du micro. Merci Thibaut. Daniel Dubrac, présidente de l'UNIS. Merci Daniel d'être avec nous. Bonjour à toutes et tous. Merci. Je rappelle que l'UNIS, l'Union des syndicats immobiliers français, est un syndicat aujourd'hui un des plus importants, sinon le plus important en France. Merci de le représenter. Laurent Rouache est avec nous. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Voilà, alors Laurent, vous êtes le patron, alors vous faites de l'investissement, mais vous êtes surtout le représentant de l'association que je connais bien, parce que j'en suis l'un des cofondateurs en France, qui s'appelle le French PropTech, qui rassemble 500 startups en France avec des allocations d'actifs très significatives, et vous vous occupez de la partie luxembourgeoise. Et vous avez ce regard à la fois économique, parce que vous êtes ingénieur de formation, vous avez ce regard économique à la fois de l'investissement et de comment l'économie peut répondre à des défis environnementaux, sociétaux, puisqu'on a besoin effectivement de ce secteur-là. Valérie Flicoteau-Melling, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Bonjour. Bonjour. Ça va Valérie? Voilà, alors bien évidemment, alors là on va dire qu'il y a un morceau d'architecture, il y a un défi architectural, qui est celui d'aller dans ce défi environnemental. Je vais commencer par vous. On parle d'environnement, il n'y a plus de débat, le climat, c'est un vrai sujet, on l'a tous ressenti. On l'a ressenti cet été, on a commencé à le ressentir de plus en plus. On peut même dire qu'il y a une masse critique, c'est pas les problématiques liées au climat, c'est pas quelque chose qui est réservé à des bobos, à une classe bourgeoise qui mange des graines le soir à la maison. C'est plutôt quelque chose qui nous concerne tous, on le sent bien. Le confort d'été, par la maîtrise, les conforts d'hiver, qui est lié avec la chaleur, à l'instar de ce qui est en train de se produire sur l'envolée des coûts de l'énergie et des matériaux, c'est un vrai sujet. Quand on est architecte et qu'on est à la croisée de ces chemins avec les défis qui vous attendent, comment vous voyez à la fois la situation que nous vivons et comment envisager effectivement l'avenir? Je rappelle aussi qu'à partir du début octobre, on a tous les 2 ans le mondial du bâtiment avec de grandes innovations. Je pense que vous êtes certainement en veille sur ce sujet. Déjà, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici. Je pense que vous avez raison sur cette question du défi climatique qui s'impose à tous. Aujourd'hui, on traverse 3 crises majeures. Il y a la crise climatique qui va multiplier les événements climatiques
importants. On a vu la canicule, on voit les inondations, on entend parler des incendies, et on est au début de cette accélération d'événements climatiques très forts. Il y a une crise d'effondrement de la biodiversité, et il y a une crise qui nous concerne là pour le coup vraiment tous, c'est une crise sociale qui est attachée à toutes ces crises climatiques, liées au fait que l'énergie va devenir de plus en plus chère, de moins en moins abondante. J'entendais Monsieur Langlais parler du fait qu'il y a on est en fin de cycle et en fin de cycle immobilier, financier. Je pense que le défi environnemental amène un fin de cycle où l'énergie n'est pas chère, où le sol n'est pas cher, et il va falloir se réinventer complètement. Donc, bien sûr, les architectes, on est intéressés au premier chef, vous l'avez rappelé, bâtiment, deuxième émetteur de gaz à effet de serre, donc toute la filière bâtiment doit trouver un autre positionnement, on doit construire différemment, on doit décarboner les travaux, et on doit aussi réfléchir à un aménagement du territoire qui est beaucoup plus raisonné. L'un de vos invités tout à l'heure expliquait bien comment, en tant que chef d'entreprise, on devait s'intéresser à la façon dont le travail est proche du logement, et où le logement a des difficultés à se situer en centre-ville pour des primo-accédants parce que le prix de l'immobilier est de plus en plus cher. Donc ça interroge, et ça va de plus en plus interroger toutes nos façons de faire. Donc on doit là tous se réinventer. Et ce que je voulais dire aussi, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis très heureuse d'être ici, c'est que on associe beaucoup les architectes au métier de la construction et du bâtiment. On voit les architectes aux côtés des promoteurs, aux côtés des grandes entreprises, mais moins au marché de l'immobilier, au secteur de l'immobilier, alors que on intervient finalement dans toute la chaîne de l'immobilier, on disait tout à l'heure, et on intervient avec vous. Vous êtes au moment clé où c'est intéressant d'intervenir pour faire des travaux. Au moment des sessions, au moment de la constitution du vote des travaux en assemblée de copropriété. C'est là où je pense qu'il y a des nouvelles synergies. Ce nouveau monde qui nous attend va appeler, à mon avis, de nouvelles synergies entre les architectes et les professionnels de l'immobilier. Merci Valérie, c'est très très clair. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est un vrai défi pour la profession des architectes de retrouver une place, dans une certaine mesure, dans les ouvrages que vous édifiez chaque jour, avec effectivement cette notion. Laurent Rouache, investissement nécessaire, on est d'accord ? C'est la colonne vertébrale de l'économie, avec l'axe à la fois social, l'axe politique, parce que rien ne peut se faire sans cela. Valérie, elle a dit quelque chose de très important. Vous avez dit « attention à la crise sociale ». Vous n'êtes pas si éloigné de ça. Je voudrais juste citer une phrase qui avait été dite en interview par Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers français, qui disait « Nous irions, si on n'y fait pas attention, vers une gilet jaunisation du logement ». Et c'est vrai que le logement, quand on prend la crise des gilets jaunes par exemple, elle était gommée par les coûts de l'énergie. On disait, mais quand j'avais posé la question en son temps à Jacques Mézard, à Julien de Normandie, Emmanuel Vargon et maintenant Olivier Klein, on disait non, mais le logement, c'est pas ce qui revient dans les revendications, c'est les problématiques d'énergie, etc. Sauf qu'à travers, quand on décrypte cette demande, quand on décrypte cette relation, on voit bien que le logement, le côté marqueur social, parce que c'est un marqueur social puissant, est important. Quand on investit, quand on observe la tech, l'évolution techno, à ta place, Laurent, comment on voit les choses avec à la fois le regard international européen, puisque tu es basé au Luxembourg, mais aussi d'un point de vue opérationnel? Tu parles du niveau social et donc de l'investissement. Je vais parler exclusivement sous l'angle tech, bien sûr. En fait, parle bien dans le micro. Le débat est extrêmement large. Je vais parler exclusivement sur l'angle tech, des PropTech donc, que je représente ici. Au niveau social, effectivement, il y a différentes avancées. Au niveau des PropTech, il y a 5 piliers dans lesquels on représente l'ensemble des PropTech. Le deuxième, c'est la partie financement. Effectivement, les PropTech se sont attachés à développer soit des produits, soit des approches, soit des business models qui permettent de faciliter l'accès à la propriété. Je crois que beaucoup de gens connaissent l'ancien
patron de WeWork, Neumann, qui vient de lancer une nouvelle PropTech c'est des techniques d'avant qu'on remet au goût du jour avec de l'intelligence, de la technologie, des data. C'est l'allocation-vente. Donc, on permet d'accéder à la propriété avec plein système de financement qui facilite donc grandement l'accès à la propriété. Au niveau financement également, il y a tout l'apport des nouvelles technologies en termes de blockchain, etc. On peut arriver à accéder à la propriété petit à petit par la tokenisation des actifs immobiliers. Et il y a encore beaucoup d'autres choses, la dimension sociale en est une, mais en fait, je crois que ce n'est pas la principale au niveau de l'impact de l'industrie immobilière. On parlait d'énergie, on parlait de CO2, on parle du cycle de l'eau, on parle de la gestion des déchets, on n'en parle pas encore beaucoup, mais en fait, je crois qu'en France, 70% du volume des déchets qui est généré annuellement, ça vient du bâtiment. Il y a 250 millions de tonnes, ça vient du bâtiment. Et le côté accident du travail, c'est une dimension sociale également qu'on arrive avec la tech à limiter. C'est-à-dire c'est le premier pourvoyeur d'accidents du travail, par exemple l'industrie immobilière. Avec la tech, on arrive à simuler complètement des postes de travail sur des gros projets et identifier les risques, former les gens avant de monter sur des échafaudages, etc. Est-ce qu'on pourrait même pousser l'analyse en disant que grâce à cette technologie qui est un support aux activités humaines, aller vers ce qu'on appelle la prédictivité, qu'on puisse suffisamment d'avoir d'éléments, c'est assez troublant d'ailleurs, dans les comportements d'achat, les algorithmes prédictifs. Ça fait même un peu peur, hein. Pour ceux de ma génération, c'est clair que c'est un peu compliqué des fois, mais est-ce que quelque part, ce facteur-là pourrait, par exemple, anticiper, je ne vais pas dire les crises, mais des mouvements à la fois économiques qui rassureraient aussi les investissements à long terme, parce que on est d'accord que par définition, dans les allocations d'actifs sur l'immobilier, quelle que soit la nature du segment immobilier, du tertiaire, de la logistique, du commerce ou du résidentiel, on est sur des schémas d'investissement longs. On est sur des schémas d'investissement longs. Prédictibilité, ça intervient également dans plein de domaines. Ça intervient également dans la PropTech. On parle beaucoup depuis longtemps de prédictibilité au niveau de la maintenance des actifs, donc la conservation de leur valeur. La prédictibilité, c'est un mot difficile à prononcer, au niveau de l'acquisition. C'est vrai que les leaders dans ce domaine sont plutôt les Américains, et effectivement, au niveau des agents immobiliers, ils arrivent à avoir suffisamment de data pour imaginer le profil de vie d'une famille et dire, bon, à tel moment, ils vont avoir besoin de plus de place, et donc on va les approcher pour leur dire, écoutez, c'est le bon moment pour vendre votre bien, et anticiper, prédictibilité, donc un agrandissement de votre famille, et pouvoir loger toute une famille avec un certain confort. Prédictibilité, on en parle également sur les nouveaux modes de vie. Effectivement, maintenant, au niveau, si je parle que au niveau résidentiel, tout est en train de changer. On n'attend plus des millénials d'acheter du mètre carré et du béton et du mortier. Maintenant, ils ont besoin d'une expérience utilisateur, ils ont besoin effectivement de surface sociale, donc on va de plus en plus vers une modification au niveau architectural. Est-ce qu'on a basculé finalement de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise des usages, dans une certaine mesure? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, dans l'élément central, avant on construisait, et ensuite on pensait à l'usage? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, finalement, on maîtrise l'usage, et ensuite on construit? Autrement dit, on replace l'humain. Alors ça paraît un peu caricatural, mais c'est vrai. Pas tant que ça. On est d'accord, Laurent? Oui, pas tant que ça. Pas tant que ça. Maintenant, effectivement, c'est vrai que l'industrie du real estate est relativement lente. On l'a vu au niveau digitalisation. Il y avait une étude de McKinsey il y a quelques années qui l'a placé au 12e rang en termes de digitalisation. On est en train de rattraper le retard clairement. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, pardon. C'est le Mais en fait, excuse-moi, ça me revient, c'est qu'effectivement, en matière d'usage, des promoteurs immobiliers commencent à imaginer des biens type résidentiel où les gens vont avoir beaucoup moins besoin de surface pour leurs propres besoins, donc des surfaces de 40-50 mètres carrés, mais dans un ensemble d'une quinzaine d'appartements avec des locaux sociaux, une grande chambre d'amis, un grand salon si je reçois 12 personnes à dîner, une salle de cinéma pour les 15 propriétaires, une voiture partagée. Des surfaces communes partagées par les résidents, par exemple?
D'accord. Surface Ok. commune partagée. Maintenant, effectivement, on va de plus en plus loin maintenant où on peut s'assembler à 4 ou 5 familles pour définir avec un architecte son bien. À partir du moment où on a le foncier, définir exactement ce qu'on a besoin en fonction des moyens que l'on a, en fonction des besoins que l'on a. On n'est pas loin d'un kibbutz urbain, finalement. Non, mais je caricature un peu, mais il y a l'habitat participatif, l'intergénérationnel, ça fait partie. Non, mais c'est intéressant de retrouver des instincts de solidarité et de partage qu'on avait quand même au 19e siècle dans les villages de France. Il faut juste le rappeler quand même, en faisant un petit peu d'histoire. Merci Laurent. François Langlais le mentionnait d'ailleurs. Merci Laurent. Thibaut, alors, vous savez, en France, quand vous passez devant une agence immobilière, vous avez des écrans qui s'allument. Bah, c'est vitrine média, voilà, un peu partout. Alors, la question de l'énergie, je sais que ça te préoccupe, je sais que tu réfléchis. Certainement. Et vous investissez beaucoup d'ailleurs chez Vitrine Média en recherche et développement pour améliorer l'efficacité énergétique des supports que tu utilises. Bien sûr. Et les solutions que tu proposes à nos clients. On va être un peu plus pragmatique dans cette partie-là. Comment ce défi environnemental peut être intégré quand on est aujourd'hui à la tête d'une entreprise comme la tienne? Et la deuxième chose, comment ça peut aider les clients dans le service au quotidien? Alors, c'est une question de fond, enfin, c'est une question énorme. Hein. Les défis climatiques, je ne vais pas apporter une réponse globale, mais je vais m'intéresser à mon cas particulier en tant qu'entreprise Vitrine Média. On propose à nos clients agents immobiliers depuis maintenant 15 ans d'équiper leurs vitrines pour leur permettre de mieux communiquer. Donc, on est fabricant, intégrateur de solutions et vraiment le défi pour nous, c'est aujourd'hui de le faire d'une façon plus responsable. Voilà. Il faut communiquer, mais il faut le faire aussi de façon responsable. Et ça passe par 3 étapes, sensibiliser. Et ça passe par une prise de conscience. Voilà, on communique depuis maintenant plusieurs années auprès de nos clients pour qu'ils adaptent leur mode de communication et le fassent de façon plus responsable. Ça passe par la technologie. Et enfin, ça passe vraiment par l'engagement. Il y a une bascule. Aujourd'hui, on a un rôle en tant qu'entreprise, bien sûr, il y a un but mercantile de faire des profits, mais aussi de s'intéresser à l'environnement. On a une responsabilité sociétale. Ça, c'est clé. C'est très important pour nous, parce qu'encore une fois, on est fabricant. On n'est pas purement digital, même si on pourrait dire beaucoup de choses sur le digital, et on y va. Donc aujourd'hui, encore une fois, on doit proposer des solutions qui permettent à l'agence immobilière d'être responsable. C'est notre devoir, et on doit l'accompagner dans cette direction. Alors, juste une question. Quand on fait de l'éclairage, oui. Bon, on va aller dans le détail si tu veux. Non, mais c'est pas un piège. Non, c'est pas un piège. On se dit, c'est consommateur d'énergie. Alors, justement, quand on a démarré 15 ans Vitrine Média, on s'était dit, on va justement exploiter le pouvoir de la LED. Hein, ça consommait moins d'énergie que les spots et que les néons. Il y en avait beaucoup à l'époque. Hein, je suis sûr que ça, vous le savez. Et on a remplacé tout ça et on a divisé par 3 ou par 4 la consommation énergétique des vitrines. Donc, c'était très vertueux déjà il y a maintenant 15 ans. Mais aujourd'hui, c'est pas qu'une question de consommation énergétique, puisqu'une vitrine, finalement, qu'elle soit LED ou LCD, elle consomme très peu. C'est 6-7 euros par mois pour un écran, donc c'est pas beaucoup, mais c'est plutôt l'image. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la loi climat, avec le plan de sobriété énergétique, ce qui nous est demandé, c'est pas forcément de consommer peu, c'est pas de savoir si ça consomme, si ça coûte quelque chose, c'est de savoir quel effort on va faire pour montrer l'exemple. Moi, je pense qu'un agent immobilier et l'agence immobilière qui est implantée localement, elle a besoin de montrer l'exemple et ça passe par elle. Elle est implantée localement. Et si elle ne le fait pas, elle va être attaquée. Donc, il est clé de s'engager. C'est vraiment le maître mot. Et on a décidé d'ailleurs maintenant, en cette rentrée, parce qu'on peut piloter à distance les écrans de nos clients. Et donc, nous, on dit quoi? On dit ce qu'il faut faire, c'est le 50-50. 50% du temps, ça doit être éteint et 50% du temps, ça doit être éclairé, allumé, ça nous paraît cohérent et cet équilibre, il est important, c'est une réponse au défi climatique et c'est vraiment la réponse qu'on doit donner, c'est l'engagement local. Une agence immobilière, un agent immobilier, il doit vraiment être responsable, pas simplement être visible, mais responsable. C'est notre engagement, c'est notre rôle en tant qu'entreprise de prendre les devants. Et voilà, et c'est ce qu'on fait en cette rentrée, on prend la main et le 50-50, voilà, on est allumé la journée et la nuit, on dort, on se repose, on passe du temps à faire autre chose. Et c'est piloté à distance avec une énergie maîtrisée et donc des coûts maîtrisés. Oui. Daniel Dubrac, je donne 2-3 dates comme ça. La première, c'était au 1er juillet l'an dernier, on avait une première version du DPE, vous savez, le diagnostic de performance énergétique. On va dire qu'il y a eu quelques soucis. Ça a été revu, plus de 80 000 DPE étaient faux, revu et corrigé sous l'impulsion d'Emmanuel Vargon au 1er novembre 2021. On a un calendrier, le président Torolion tout à l'heure l'a rappelé,
on entre dans un tube avec un calendrier, on peut le dire, pas franchement tenable, avec un retrait sur les 7 lettres énergétiques des logements F et G, et ça nous amène jusqu'à 2034. Quand on est aujourd'hui à la tête d'un syndicat, que vous maîtrisez aujourd'hui les 3 lignes métiers sur les professions réglementées, ces défis environnementaux dans le quotidien de vos métiers, quels impacts et comment on peut, d'un point de vue pédagogique simple, fluide, répondre aux demandes des clients, parce que je suis certain que forcément ça les préoccupe aussi. Déjà, merci d'inviter Eunice, qui fait partie aussi des membres qui ont créé la MEPI. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, sur le défi environnemental, c'est quand même un gros sujet. Effectivement, sur la neutralité carbone en 2050 et puis le gaz à effet de serre pour le bâtiment à 17% jusqu'à moins après, c'est compliqué. Nous, les administrateurs de biens, les transactionnaires, les gestionnaires locatifs, on est dans la rénovation énergétique. Et moi, sur cet aspect-là, je voudrais dire qu'on est tous dans la même planète et qu'il faut qu'on arrive à cette neutralité carbone. Donc, il faut rénover. Pour rénover, il y a un calendrier qui est en marche, certes, mais je voudrais quand même rappeler 3 chiffres. D'abord, il y a 7,2 millions de passoires énergétiques. Il faut quand même compter les résidences secondaires, les logements vacants. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver une solution par rapport à la réalisation des travaux dans ces passoires, une solution par rapport des travaux de performance énergétique globale et non pas par geste. Or, quand on sait qu'en gros, au minimum, il faut 25 000 € par logement pour pouvoir passer d'une étiquette à l'autre, s'il y a 5 millions de passoires énergétiques qui sont occupées, on va dire, ça veut dire qu'il faut au moins 125 milliards d'argent et qu'à côté, on n'a que 5 milliards d'aides. Donc ça, c'est le premier sujet, premier chiffre. Deuxième chiffre, il y a à peu près 3,8 millions ménages qui sont en précarité énergétique. Ça veut dire qu'ils dépensent plus de 10% de leurs revenus en chauffage, en eau, etc. Donc, il va bien falloir aider ces personnes-là. C'est d'ailleurs pour ça que le bouclier tarifaire gaz et puis tout le plan de sobriété énergétique qui essaye d'accompagner aussi tous les administrateurs de biens est en marche, et tant mieux. Et puis, un sujet, c'est que pour rénover, on a le statut de propriétaire et on a le statut aussi de locataire. Il y a à peu près 13 millions de locataires en France. Bon, il y a à peu près 70% des gens qui sont éligibles au logement social. Il y a 5 millions de logements sociaux. Ça veut dire qu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont éligibles au logement social qui sont dans le parc privé. Dans le parc privé, il y a 60 000 copropriétés. Il y en a 60% de copropriétaires bailleurs privés qui sont en copropriété. Ça veut dire qu'il faut les aider, ces bailleurs-là. Donc, le calendrier, il est en marche, il est en cours d'exécution. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'il faut déployer des outils pour aider à cette transformation et ces travaux de rénovation énergétique. Les outils, c'est quoi? C'est MaPrimeRénov'. On a enlevé l'impôt de crédit transition énergétique, on l'a mis sur MaPrimeRénov'. Ce n'est pas suffisant. C'est absolument pas suffisant. Je passe de côté la mise en œuvre de MaPrimeRénov'. On est dans de la rénovation qui n'est pas massifiée. Donc ça, il faut massifier. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que effectivement, on a la contrainte pour les logements qui ne pourront plus être loués. Il faudra être en étiquette D en 2034, sinon on ne pourra plus louer. Alors que l'Europe s'est intéressée à tout le parc sur des étiquettes moindres, c'est-à-dire E en 2033. Donc du coup, une étiquette de moins, une année de moins. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne suit pas les directives européennes plutôt que de se contraindre à des difficultés supplémentaires, parce que c'est du financement. La facture énergétique, elle est là, donc ça, évidemment, ça s'est rajouté aux problèmes supplémentaires. Pourtant, l'État aide, hein. L'État a aidé, c'est pas le souci. Donc, est-ce que le dispositif actuel permet d'avoir une visibilité? Non, pas forcément, parce que les aides, elles sont au fur et à mesure de l'évolution des lois de finances, au fur et à mesure des évolutions de leur éligibilité. Donc, c'est vrai qu'avoir un plan quinquennal serait quand même utile. Alors, avec Pluriance, et je salue Citia, et avec la FNIM, et je salue Jean-Marc, on a défendu tous ces sujets-là, et il faudrait vraiment qu'on fasse un moratoire, me semble-t-il, sur le calendrier. C'est-à-dire qu'on fait toujours des feuilles de route, on est interrogé, toujours, mais le texte est déjà écrit, et des fois, nos marges de manœuvre ne sont pas faciles. Donc, peut-être aller en ordre de marche, et ça, c'est un défi politique et syndical. Ça, c'est le premier point aussi. Le fait que le bailleur soit stigmatisé, c'est-à-dire on encadre ses loyers, on ne tient pas compte dans l'encadrement du fait qu'il a peut-être fait des travaux
et qu'il est peut-être vertueux, mais pour autant, les loyers vont être les mêmes par rapport à un logement qui n'est pas réhabilité. Et donc, nous, on plaide pour un dispositif général d'amortissement aux propriétaires bailleurs, parce qu'il y aura peut-être moins d'impôts, mais il aura une capacité d'autofinancement à faire des travaux, et c'est ça qu'on veut finalement. On veut faire ces travaux. Alors, c'est intéressant parce que là, vous parlez du statut du bailleur privé, dont vous parlez, qui permet effectivement, au lieu de systématiquement demander à l'État de nous aider, de dire finalement monter un dispositif fiscalement acceptable par l'amortissement qui permet de donner du pouvoir d'achat aux petits propriétaires, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une grande partie des biens dans le marché locatif détenus par des petits propriétaires, pour leur permettre, par exemple, de financer la rénovation énergétique. Dernier tour de table autour de ce sujet. Aujourd'hui, on voit bien, on l'a tous dit, climat, zéro débat. On sait qu'on est dans une transformation. Je vais paraphraser, ça m'arrive pas souvent, mais je vais paraphraser Emmanuel Macron quand il dit qu'il n'y aura pas de planète B pour notre espèce. Non, parce qu'il s'agit bien de ça. Enfin, faut quand même bien réaliser. Je vais juste vous donner une indication. La différence de degré entre la période glaciaire qui a connu la planète Terre et le niveau de température aujourd'hui, c'est 2 degrés. Hein. Donc, il faut, je veux dire, le sujet de l'existence de l'espèce humaine, sans faire trop d'analogie, il est réel et on a tous, à notre petit niveau, une action à faire. Laurent, il y a une formidable émulation en France sur la tech et la PropTech. Je vais donner juste quelques chiffres. À Tel Aviv, 22% des startups sont d'origine française. À San Francisco, dans la Silicon Valley, c'est 17% d'origine française. J'aimerais bien que ces entreprises restent en France, moi. Voilà, juste pour voilà. Et quand on a posé la question, ce qu'on a cherché à savoir, c'est pourquoi vous y allez avec l'association French PropTech. La première chose qui est revenue, c'est pas la volonté de s'enrichir, de gagner, etc. C'était la volonté d'être financé suffisamment pour étendre ces objectifs. Est-ce que ça veut dire qu'en France, on a un sujet sur l'investissement et justement le défi énergétique en est un nouveau? Laurent. Tu as raison quand tu dis que des investisseurs sont parfois un petit peu prudents. C'est vrai que tu citais Tel Aviv, où j'étais voir un petit peu le milieu de la PropTech, San Francisco. On a des ressources, on a vraiment des ressources dans plein de domaines. Je parle, enfin, genre en mathématiques, on est vraiment brillantissime, mais on n'arrive pas à nécessairement concrétiser. Au niveau tech, j'étais au CES à Las Vegas il y a 2 ans. Les premiers, c'était les Américains, les deuxièmes, c'est les Français. Et ensuite, loin derrière, il y avait des Japonais, etc. Donc en fait, on a vraiment les ressources. L'approche que peuvent avoir les pays que tu citais, il y a des gens qui parient, qui croient dans un modèle et qui parient. Mais ils parient sur 10 boîtes. Et puis il y en a une qui va sortir et vont retoucher leur mise. Ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des investisseurs. Il faut qu'ils gagnent leur mise à la fin. Mais ils prennent plus de risques. Et c'est vrai qu'effectivement, je ne peux pas critiquer, maintenant, effectivement, les gens en France, au niveau de la PropTech, alors que globalement, on a dépassé les 30 milliards d'investissements au niveau mondial dans la PropTech, c'est colossal. Les gens sont plus ou moins prudents. Mais, enfin, contre image, il y a des belles boîtes. Là, j'ai vu un fournisseur de batteries, enfin de charges pour les copropriétés qui a levé récemment 250 millions. Enfin, il y a quand même des singuliers qui arrivent à émerger. Merci Laurent. C'est important ce que tu dis parce qu'on en parlera tout au long de cette journée de comment cet accompagnement doit être finalement à la fois personnalisé et systémique, c'est-à-dire quelque chose qui soit structurant. Et c'est le vrai sujet en France pour le financement. Valérie, architecte, membre du Conseil de l'Ordre, vice-président du Conseil de l'Ordre, c'est un vrai sujet aujourd'hui. En quelques mots, comment on peut définir aujourd'hui, à la fois à travers les modes constructifs, la relation avec les professionnels de l'immobilier pour aller vers cette transformation urbaine. On l'a vu, l'Europe a adopté en 2034 la fin des voitures thermiques, des moteurs thermiques. En France, on a certaines villes qui aujourd'hui renoncent en centre-ville à des moteurs thermiques. Maintenant, on taxe les scooters à moteur essence, franchise et gratuité pour l'électrique. Voilà, tous ces défis-là sont relevés essentiellement par les architectes et ceux qui aménagent le territoire. Valérie. Oui, alors moi, ce que je
Ce que je pense, quand tu disais tout à l'heure qu'effectivement les crises sont là, peut-être que la hausse dramatique de l'énergie va permettre d'amener un nouveau levier qui était pas là. On parlait de tous ces propriétaires qui ont besoin d'être accompagnés dans le fait de faire des travaux, notamment les propriétaires occupants. Effectivement, quand on voit les factures de chauffage, d'électricité s'envoler parce que le logement n'est pas bien isolé, moi je pense que ça fait réaliser aussi aux gens qu'ils ont vraiment besoin de façon urgente de faire des travaux. On appelle de nos voeux, nous, que ces travaux soient le plus vertueux et le plus décarbonés possible avec des recours à des matériaux qui sont sains, locaux et biosourcés. On parlait d'une certaine fin de la mondialisation. Moi, je pense quand même que dans le bâtiment, il y a des choses qui sont assez aberrantes quand on sait qu'aujourd'hui, un arbre scié à Paris, en France, est transformé en Chine et ramené sous forme de planche ou de poutre pour être mis en œuvre dans le bâtiment. Je pense que ça peut questionner sur quel mode constructif on veut et quelle filière on veut. Et il y a aussi un gros enjeu économique derrière cette question du matériau biosourcé, qui est le réinvestissement de filières locales, de retrouver des emplois locaux et non délocalisés. Tout ça attaché aussi à un patrimoine culturel. Donc là aussi, la question patrimoniale est quand même extrêmement importante et on voit bien que toutes ces questions de DPE va influer sur le prix patrimonial des choses. Et il va y avoir la façon dont on va intervenir va aussi influer sur la valeur patrimoniale tant d'un bien personnel que la valeur patrimoniale collective de la ville. Il s'agit aussi de préserver la ville. La France est quand même l'une des premières destinations touristiques. Si on tartine de plastique tous les monuments historiques, on va certainement pas s'en sortir. Donc là aussi, il y a quand même un besoin de réflexion collective autour de la question de la valeur patrimoniale, dans lequel les architectes ont une place centrale à tenir. Et je pense que il y a aussi quelque chose qui a été dit beaucoup ici et qui est très important, c'est qu'il va falloir accompagner les gens. C'est très anxiogène la situation que l'on vit aujourd'hui et je pense que les gens ont besoin d'être accompagnés, d'être emmenés dans quelque chose qui les rassure. C'est un sujet, l'accompagnement, la pédagogie qui sera bien sûr suivi. Alors bien sûr, effectivement, on me presse... François, c'est le lot des journalistes d'être toujours pressés par le temps, là, comme ça, voilà, pour essayer de ne pas vider non plus le contenu, parce que c'est important de donner du contenu, donc voilà, s'il faut que je prenne un peu plus de temps, on prendra un peu plus de temps. Thibaut, quelques mots, justement. Alors, ce que tu fais est essentiel, puisque c'est de la communication de proximité, c'est de la communication locale, et je sais que chez Vitrine Média, il y a une priorité à la relation locale. C'est quoi les défis qui attendent Vitrine Média demain? En quelques mots. C'est simple, il faut aller toujours plus loin et moi j'ai un rêve, je l'avais maintenant il y a 15 ans, moi je veux absolument réussir à alimenter mes solutions par l'énergie solaire. On y a mis beaucoup d'énergie, c'est un rêve incroyable, on n'a pas encore réussi, on y a beaucoup travaillé, on se rapproche, on n'est pas très loin je vais citer Laurent Vimont, le meilleur est à venir. Et la technologie, c'est vraiment un moyen pour nous, ça va être un moyen pour nous de répondre à notre engagement climatique et voilà, pour mesurer l'impact sur l'environnement. C'est vraiment une question qu'on se pose et on accompagnera nos clients dans cette direction et on proposera cette solution. C'est vraiment pour moi un rêve et on n'est pas très loin. Merci Thibaut. Rapidement, une minute de conclusion. Daniel Dubrac, on a bien compris l'enjeu que vous avez positionné. Je constate avec beaucoup d'intérêt que vous fédérez avec l'AFNIM. On peut toujours espérer qu'un jour il y ait une union quelque part, mais bon, voilà, on va l'espérer. Quelques mots pour nous donner un petit peu envie aussi, à la fois de nous syndiquer et d'avancer dans ce schéma-là. De se syndiquer, tout simplement, d'abord c'est une profession réglementée. Dans les organisations syndicales, vous avez tous les outils nécessaires pour être compétent, se former, progresser et surtout bien servir votre client, et c'est ça le plus important, bien le conseiller, bien l'accompagner. Et évidemment, sur la discussion, le partenariat avec
des architectes ou autres, c'est important. Il y a d'ailleurs un collectif qui s'appelle le RGC, qui est un collectif de rénovation globale de la copropriété, où sont la Fédération du bâtiment, des grandes entreprises, des architectes, des AMO, la FNAIM, le SNPI, etc., etc. Toutes les gens finalement qui font la filière, parce qu'on a besoin de voir comment ça doit se faire. La rénovation énergétique, c'est quelque chose de très long. Et donc, on est tous ensemble pour pouvoir dire, attention, arrêtez de nous donner des injonctions sur des calendriers qui ne sont pas forcément tenables. C'est pour ça qu'il faut y aller ensemble pour dire, tout à l'heure, je donnais des chiffres parce que c'est important, il y a des locataires qui ne vont pas pouvoir se chauffer, il y a des propriétaires qui ne vont pas pouvoir faire les travaux. Donc, ça veut dire quand même qu'il nous faut des outils, y compris des outils de financement. Voilà, en tout cas, nous, on est prêts, on est optimistes, on est prêts à accompagner, mais il faut aussi nous écouter. Merci beaucoup Daniel Dubrac. D'ailleurs, tout à l'heure, François Gagnon parlait d'unité et de se rassembler. Je crois que c'est Albert Camus qui disait que le danger de l'unité, c'est l'uniformité. L'unité, c'est pas forcément se fusionner dans la même identité, c'est réunir toutes les identités pour porter un seul discours. Je pense que ça serait bien que certains méditent sur cette question. Merci beaucoup. Un applaudissement pour Thibaut Guillaume, Vitrine Média, pour Daniel Dubrac, présidente de l'UNIS, pour Laurent Rouache, président de l'association Lux PropTech, et innovation pour Valérie Plicotto-Melling, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Voilà pour cette table ronde. Je vais demander, restez avec nous, une fois n'est pas coutume. Je vais demander à notre ami François Langlais de venir sur le plateau pour le débrief de cette table ronde. À tout de suite, restez avec nous. François. Merci. Vous l'avez vu, François, hein, c'est un sujet, le défi environnemental, qui ne cessera de faire couler et parler beaucoup de journalistes d'encre et de parole. Oui, c'est sûr qu'on est face à cette accélération de la crise énergétique, mais derrière ça, il y a quand même aussi des bonnes nouvelles. Au fond, le prix de l'énergie monte. Bon. La cause apparente, c'est la guerre, Poutine, etc. C'est la cause apparente. Pendant des années, moi, j'ai entendu les économistes spécialisés dans le climat dire le problème du transport, c'est que on ne facture pas à l'utilisateur ce qu'on appelle les externalités. C'est-à-dire que vous prenez votre voiture, vous traversez Metz, ça va vous coûter probablement 1 ou 2 euros, hein, la quantité d'essence que vous aurez dépensée et puis le prorata de l'entretien, de l'amortissement du véhicule. En réalité, vous causez des dégâts environnementaux avec les émissions de carbone qui sont déplacées dans le temps ou bien dans l'espace. C'est ça les externalités. C'était les dégâts non apparents sur le moment, mais en réalité très importants. Eh bien, l'augmentation du prix de l'énergie permet de réintégrer ces externalités et de les facturer à l'utilisateur, et non pas à la collectivité comme c'était le cas jusqu'ici. C'est plutôt une bonne chose. Et je pense que c'est un phénomène relativement durable, hein, quelle que soit l'évolution de cette guerre, parce qu'on est dans un monde de ressources rares et que la seule façon jusqu'ici de s'accommoder de la rareté, c'est de faire monter les prix. Alors pour vous, évidemment, ça change un peu la donne parce que c'est la nécessité de fournir des produits qui sont économes en énergie, qui sont mieux isolés. C'est la rénovation thermique dont vous avez à l'instant largement parlé. La hausse du prix de l'énergie vous protège un peu, hein. C'est-à-dire que si l'énergie est chère, eh bien, on a quand même intérêt à s'équiper de façon durable avec des logements plus économes. Donc, alors après, la question c'est qui paye ? Est-ce que c'est l'utilisateur final ? Est-ce qu'il faut faire payer la collectivité ? Je dois dire que finalement, quand on voit le coût du bouclier tarifaire, 40 milliards d'euros à peu près, on se dit, est-ce que c'est véritablement opportun de subventionner l'énergie carbonée alors qu'on pourrait mettre 40 milliards dans la voiture électrique ? Au fond, à 40 milliards, on aurait quasiment de quoi acheter une voiture électrique à tous ceux qui en ont besoin, hein, ou bien sûr faire des rénovations thermiques des locaux qui en ont besoin. Vous avez chiffré à 7 millions, bon, il y a de quoi travailler. Donc tout ça pour dire que finalement, la hausse du prix de l'énergie, c'est un problème dans l'ajustement, mais sur le long terme, ça va changer les comportements.
la conséquence, c'est quand même l'augmentation des prix, mais la question centrale, c'est pas tant le prix que les modes de financement, la collectivité, l'individu. Jusqu'ici, et je conclue avec cette idée que je vous soumets, c'est vrai que la façon de s'accommoder de la rareté, je l'ai dit, c'était de laisser monter les prix pour diminuer la demande. Bon, on va voir ces phénomènes frapper beaucoup de matériaux dans les années qui viennent, hein, c'est très probable. Mais socialement, c'est évidemment un problème, parce que ne peuvent payer que ceux qui ont les moyens. Ça veut dire que vous excluez du transport ou du logement confortable les ménages aux revenus modestes. C'est pas possible en termes de cohésion sociale. C'est pour ça que je pense que va s'imposer, pour l'énergie notamment, et alors pour le logement, je ne sais pas encore dans quelle mesure, mais le rationnement. Le rationnement, finalement, c'est une façon de redistribuer la contrainte. C'est-à-dire de la redistribuer sur tous les citoyens, quel que soit leur niveau de revenu. Demain, on ne pourra pas charger sa voiture électrique entre 16h et 22h. C'est une forme de rationnement. Je ne sais pas si on aura une enveloppe de X litres de carburant à tel prix, et puis peut-être derrière on paiera davantage. Mais en tout cas, et c'est lié avec les évolutions que j'évoquais tout à l'heure, c'est que c'est l'extraordinaire reprise en main de l'économie par l'État qui s'applique pour l'instant à l'énergie. C'est le marche à rebours complète par rapport aux 40 dernières années, encore une fois, où on a libéralisé, etc. C'est fini. On nationalise EDF. Hier, l'Allemagne a nationalisé Uniper. Est-ce que c'est la volonté d'un État d'essayer de maîtriser les effets délétères sur le plan social, peut-être même d'anticiper une crise potentielle, voire même des désordres sociaux? Oui, je pense qu'on a eu, d'ailleurs, on a eu la répétition générale de cette crise avec les Gilets jaunes. C'était une crise énergétique, c'était la première. Alors, elle a touché peu de monde numériquement, mais elle a eu des répercussions considérables au plan politique et sur l'inflexion des politiques économiques. Donc, bien sûr, il y a, avec l'énergie, un foyer de tension sociale et de déstabilisation des gouvernements qui est considérable. Regardez les élections en Suède il y a 10 jours. Il y a bien sûr l'immigration qui a joué un rôle très important, mais il y a aussi l'inflation liée à l'énergie. Les élections en Italie sont dans 10 jours. Là aussi, il y a l'immigration pour les mêmes raisons, mais là aussi, il y a l'augmentation du prix de l'énergie. Donc, le gouvernement, probablement une part croissante des ressources collectives vont être mobilisées pour gérer tout ça. Le tout est que ça soit plutôt mis sur la façon de nous protéger à long terme plutôt que dans le soutien à la consommation qui ne fait que prolonger notre dépendance. Merci à vous. Applaudissements pour François Langlais. Merci à Thibaut Guillaume, merci Daniel Dubrac, merci Laurent Rouache et Valérie Flucotto. Dans 3 minutes, nous allons démarrer notre prochaine table ronde